Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour partager avec vous une lecture qui nous a reboostés. Je m'appelle Dorothée et je milite à la locale belge du réseau Salariat avec d'autres personnes ici. Alors pourquoi je suis devant vous? Bon, je ne suis pas très à l'aise, mais c'est parce que nous avons envie de partager avec vous des espoirs que nous avons découverts et aussi des chantiers qu'on a mis en route. Alors dans les chantiers, il y a se former par rapport aux idées dont vous allez entendre parler. Il y a aussi une conférence gesticulée et il y a aussi écrire collectivement un livre sur la sécurité sociale belge. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'arrivée sur le marché de l'emploi n'a pas été ma partie préférée de l'entrée dans la vie d'adulte. Je ne voyais pas très bien comment j'allais tenir à travailler et à l'époque, on parlait de travailler jusqu'à 65 ans. Les gens ne m'expliquaient pas trop comment ça marchait. C'était ça être grand, il fallait comprendre les contrats, le fait de syndiquer, le pécule de vacances, les fiches de paye, les feuilles vertes et les vignettes pour la mutuelle. On n'avait pas vraiment parlé de ça à l'école. Il fallait donc découvrir et être un adulte qui comprenait. J'ai aussi bien vite constaté que le marché de l'emploi, c'était une sorte de ring de boxe et j'avais souvent en face de moi des poids lourds. J'ai été virée 2 fois et donc voilà une petite expérience. Alors je me disais bien qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond et puis je trouvais aussi d'autres gens qui partageaient cette idée-là. On lisait des articles, on assistait à des conférences, on allait voir des films et partout il y avait des constats, ces constats qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond. J'ai même décidé à un moment donné avec des copines de monter un groupe de complaintes où on avait décidé d'écrire ensemble les choses qui nous dérangeaient et de les chanter dans l'espace public. Mais ça ne me suffisait pas. Et un jour, un ami m'a parlé d'une idée qui se construisait et qui dépassait le constat et qui portait des formes d'espoir. Alors, ce n'était pas très facile d'accès comme idée. Il fallait complètement se reformater le disque dur, mais à force de m'y replonger, ça m'a parlé. Alors, ça m'a parlé parce qu'il y avait du déjà là. Les luttes précédentes, elles étaient revisitées. Mais ça m'a parlé aussi parce que cette idée, elle était à élaborer ensemble. On était tous, chacun, impliqués. Bon, au passage, j'ai aussi mieux compris le marché de l'emploi, les feuilles vertes de la mutuelle, le salaire et les commissions paritaires. Parce que ce n'est pas des simples bouts de papier, ça peut être des moyens de sortir des institutions du capitalisme. L'enjeu de ce soir, c'est bien de comprendre comment notre feuille de soins, elle a un lien avec le conflit travail-capital. Comment toutes les disputes de répartition de lessive et de vaisselle qui ont lieu dans beaucoup de foyers, dans le mien aussi, participent de ce même enjeu. Alors aujourd'hui, nos salaires, nos feuilles de soins sont attaqués par des mesures diverses, le tax shift ou la 6e réforme de l'État, dont on ne saisit pas toujours la portée. Alors on nous dit souvent que c'est trop technique et quand on me dit ça, précisément, je me méfie. Et c'est pourquoi nous avons invité ce soir Bernard Friot pour nous aider, nous accompagner à voir quels sont justement les enjeux de ces attaques. Bernard est sociologue et économiste. Il est professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre et il a consacré ses recherches à la sécurité sociale. Alors, pour le fonctionnement de cette soirée, ce qu'on a imaginé, c'est que Bernard va nous parler pendant une petite demi-heure, peut-être un petit peu plus. Et puis, l'idée, c'est de construire avec vous... N'introduis pas la possibilité que je parle plus, hein, parce que on s'en sort pas. Et l'idée, c'est de construire avec vous le contenu. Et donc, au bout de la demi-heure, de fonctionner avec vos questions, vos suggestions. Je pense que mes camarades vous ont donné des petits papiers et c'est de créer cette interaction-là.
Alors, que dire d'autre? Que cette soirée, elle est organisée par la locale belge du réseau Salariat, mais en collaboration avec Radio Air Libre, qui donc enregistre ce qui se passe, et aussi avec le Garcia Lorca qui nous accueille. Vous dire aussi que donc il y a possibilité de se désaltérer et que si vous voulez en savoir plus sur le réseau Salariat, il y a des brochures et des livres à la sortie et que mes camarades se chargeront de vous expliquer ce dont vous avez envie, de répondre à vos questions. Voilà, je pense que j'ai fini mon petit topo. Merci Dorothée, merci au groupe belge de réseau Salariat pour cette invitation, merci à Lorca pour l'accueil. Bon, faut démarrer d'un point de vue, on peut en choisir de multiples, mais je pars de la façon dont la FGTB ou la CSC font face aux réformes de la sécurité sociale. En défendant le côté assurantiel de la sécurité sociale contre des adversaires qui voudraient promouvoir un dispositif universel, le côté assurantiel étant lié au statut professionnel, à la cotisation, à la gestion paritaire, et la promotion de l'universel reposant plutôt sur l'impôt, la gestion par l'État et la citoyenneté. Et la défense syndicale de l'assurantiel, c'est au nom de la solidarité, une solidarité dans laquelle on acquiert des droits en étant cotisant, des droits qui sont liés à notre activité de travail, qui sont une obligation pour l'employeur, qui ont été conquis d'ailleurs par le mouvement syndical, et ces droits font l'objet d'une sorte de réciprocité. Un jour, on bénéficie de ces droits, et puis hier, aujourd'hui, demain, on y contribue par une cotisation. Cette solidarité-là, dans la réciprocité des cotisants, qui est posée comme le cœur de la sécurité sociale et comme devant être défendue face à un dispositif qui, fiscalisé, géré par l'État, ne garantirait pas des droits de même hauteur, délesterait les employeurs de leurs responsabilités, ferait assurer finalement par les travailleurs eux-mêmes, à travers leur citoyenneté, des financements qui jusqu'ici relevaient des employeurs, la responsabilité des employeurs, multiplierait des situations de solidarité, non plus de solidarité dans la réciprocité des cotisants, mais de solidarité de type assistentiel. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat-là, que c'est la condition pour pouvoir affronter les réformes qui de fait sont régressives, en étant victorieux et non pas sur la défensive comme ce que l'on peut observer dans l'action syndicale depuis maintenant une vingtaine d'années, une défensive en général défaite. Sortir de cela, qui est très mortifère, suppose de sortir de la naturalisation de l'assurantiel et de l'universel. Parce que précisément, l'assurantiel et l'universel,
c'est le discours capitaliste sur les ressources. Depuis les années 90 et la stratégie européenne de l'emploi, telle qu'elle se déploie dans l'Union européenne à partir des préconisations de la Banque mondiale du début des années 90, précisément, l'enjeu est de construire un système de ressources. Nous verrons à la place de quoi, parce que c'est précisément de cela dont il va falloir partir pour reprendre l'offensive, de construire un système de ressources à deux piliers, un pilier universel et un pilier assurantiel. Le pilier universel, c'est un dispositif dit non contributif qui assure des droits sur la base de la fiscalité, des droits qui peuvent être un panier de soins, par exemple, qui peuvent être un revenu minimum, y compris universel. Le revenu de base universel fait partie de ce projet capitaliste d'un premier pilier de ressources. La généralisation, par exemple, aussi du droit au chômage pour tout le monde, y compris pour les indépendants, ce qui est le programme de Macron, par exemple, en France. Un premier pilier de ressources, y compris de salaire direct, largement fiscalisé. Nous avons maintenant, en France comme en Belgique, avec le tax shift et le financement alternatif, s'agissant de la Belgique, je prends les termes belges, mais nous avons des choses similaires en France, toute une fiscalisation du salaire de base. En France, le salaire de base était à 1150 € net. Sur les 1150 € maintenant, plus les cotisations patronales et les cotisations salariées, une bonne part de cela est financée par l'impôt. Les employeurs sont exonérés de cotisations patronales. Une partie du salaire direct lui-même, à travers le RSA activité, est financée par les contribuables, l'employeur ne faisant que apporter les 350 ou 400 € qui font la différence entre les 1150 € et les 650 ou 700 € du dispositif fiscalisé. Le projet de revenu universel à 800 € pour tous ou à 1000 € pour tous étant la cerise sur le gâteau de ce dispositif dans lequel, soit parce qu'on anticipe de façon très fantasmée la fin de l'emploi, soit parce que on multiplie les situations d'auto-entrepreneurs, ça c'est pour le cas français, mais la situation de travailleurs indépendants avec des ressources extrêmement aléatoires, il s'agit d'assurer un minimum pour tous au nom de l'universalité des besoins. Nous serions des êtres de besoin qui avons droit à 1000 balles. Et ces 1000 € se substitueraient aux 1000 premiers € du salaire, aux 1000 premiers € du chômage, aux 1000 premiers € de la retraite, de la pension de retraite, aux 1000 premiers € des dépenses de santé, aux 1000 premiers € des allocations familiales, enfin en général c'est en dessous de ça de toute façon, mais nous aurions ainsi un premier pilier de ressources fiscales et universelles. Et puis le projet capitaliste met en place progressivement un deuxième pilier de ressources qui, lui, est strictement assurantiel, qui repose sur le « j'ai cotisé, j'ai droit » ou « j'ai travaillé, j'ai droit »,« j'ai contribué, j'ai droit ». Et là, c'est le remplacement en termes de contrat de travail
du salaire à la qualification, qui est remplacé pour les faibles salaires par un SMIC largement fiscalisé ou par un revenu de base à 1000 balles, encore une fois. Hein. Au-delà de ça, donc, le salaire à la qualification est remplacé par des contrats de mission, des contrats d'objectif, bref, tout un retour du salaire à la tâche, des dispositifs de travail indépendants dans lesquels on est payé à la pige, à l'efficacité marchande de notre production. Là, nous sommes donc dans la contributivité, la stricte proportion entre la contribution et la ressource, à la place du salaire à la qualification, qui déconnecte précisément la contribution de la ressource, mais ça, je vais y venir dans la deuxième partie de mon topo. Autre élément de ce second pilier, toute forme de régime complémentaire en matière de prestations sociales qui sont eux aussi marqués par une stricte contributivité. J'ai cotisé, j'ai droit. Alors je vais prendre le cas français que je connais mieux que le cas belge, mais peut-être que nous pourrons ensuite faire écho à cela à partir d'exemples belges. En matière de chômage, le projet Macron, c'est d'une part de généraliser un dispositif de base fiscalisé à X centaines d'euros, et d'autre part de durcir le caractère contributif d'un second pilier qui est déjà très durci, puisque le régime d'allocation de chômage en France, c'est 1 jour cotisé égale 1 jour presté, dans la limite de 2 ans. Si vous avez cotisé pendant 20 ans, vous n'avez pas droit à 20 ans de chômage. C'est dans la limite de 2 ans maximum. Donc j'ai cotisé 4 mois, j'ai droit à 4 mois de chômage, etc., etc. Nous sommes là donc dans le deuxième pilier de ressources, qui est totalement assurantiel. J'ai cotisé, j'ai droit à la mesure de mes cotisations. En matière de retraite, c'est la promotion, et Macron s'apprête à en faire le régime unique, c'est la promotion des régimes complémentaires par points, que vous ne connaissez pas en Belgique, qui font que les salariés, outre la pension du régime général, ont, dans le secteur privé, une pension complémentaire qui repose sur le j'ai cotisé, j'ai droit. C'est un compte dans lequel on comptabilise toutes les cotisations de carrière, et puis quand on liquide sa pension, on a droit à une rente viagère à proportion des cotisations accumulées. On est en répartition, bien sûr, mais c'est une répartition capitaliste qui assure cet caractère assurantiel que malheureusement les syndicats défendent contre le caractère universel, alors qu'il faut se battre et contre l'universel et contre l'assurantiel, précisément. Assurantiel, un second pilier de ressources en matière de maladie, dans lequel des mutuelles, le dispositif français est assez différent du dispositif belge, ce n'est pas les mutuelles qui assurent au premier euro la couverture de santé, elles assurent une couverture complémentaire, d'abord une assurance maladie générale, et puis il y a un complément par des mutuelles. La dérive des dernières décennies et le projet Macron, qui est le projet capitaliste réassumé totalement, comme sous Rocard, Macron c'est le nouveau Rocard, c'est de fiscaliser complètement à travers la CSG un premier pilier de soins de santé, et puis de promouvoir un deuxième pilier à partir des mutuelles, où là, c'est dans le j'ai cotisé, j'ai droit. Les prestations seront à la mesure de la cotisation. Et c'est déjà commencé, c'est pas un mouvement
qu'il inventerait. Hein. Macron, il ne fait qu'assumer, hein, bien sûr, un dispositif qui est mis en place, en gros, depuis le gouvernement Rocard, depuis 25 ans. Quelle est la réponse à cette dérive vers l'universel pour des ressources de base et le contributif pour des ressources complémentaires? La réponse, ce n'est pas de défendre l'assurantiel contre l'universel. Encore une fois, ces deux dispositifs-là sont capitalistes. C'est de promouvoir, de prolonger, de généraliser un déjà là qui ne relève ni de l'assurantiel, ni de l'universel, et qui relève de la déconnexion entre le salaire, nous sommes bien dans du salaire, pas dans du revenu de base, et l'emploi. Cette déconnexion entre le salaire et l'emploi, le fait que le salaire est non pas un attribut du poste de travail, comme dans l'emploi, mais un attribut de la personne. Et que le salaire est déconnecté de quelque chose sur lequel nous n'avons aucune prise, qui est le poste de travail, hein, qui est le monopole des propriétaires lucratifs. Tout l'enjeu de la bataille syndicale, ça n'a pas été de promouvoir de l'assurantiel. Ça, c'est une lecture complètement aliénée de la bataille syndicale. Tout l'enjeu de la bataille syndicale, et c'est faute d'y être fidèle qu'aujourd'hui le syndicalisme est dans la défaite, tout l'enjeu de la bataille syndicale, ça a été de lier le salaire à la personne du travailleur. Et d'abord d'inventer le salaire. Le salaire n'est pas du tout une réalité capitaliste, une réalité anticapitaliste. Je le dis parce que, y compris dans la gauche de gauche, il y a de telles fanfaronnades sur l'abolition du salariat ou je ne sais trop quoi, qu'il faut absolument remettre les pendules à l'heure. Historiquement, le salaire est une conquête syndicale. Au XIXe siècle, vous avez deux types de ressources. En ville, il y a ce qu'on appelle le contrat de louage d'ouvrage. Je vous renvoie à un texte très important qui est paru l'an dernier, qui s'appelle L'Institution du travail, par Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui reprend 2 siècles de sociologie du droit du travail. C'est de la sociologie de 2 siècles de droit du travail, pardon. Comment, avec la Révolution, se met en place un contrat de louage d'ouvrage à 3, dans lequel il y a un capitaliste qui se garde bien d'être employeur, un capitaliste commercial, qui passe commande à un sous-traitant, c'est un donneur d'ordre donc, qui passe commande à un sous-traitant, le marchandeur, pour un ouvrage fait. Il y a un contrat de louage d'ouvrage, qui est une partie donc de la production, qui est faite par un sous-traitant. Et ce sous-traitant ensuite, c'est la troisième acteur de cette affaire, ce sous-traitant va embaucher des ouvriers. Le mot ouvrier s'impose avec ce contrat de louage d'ouvrage au XIXe siècle, le terme d'ouvrier. Et les ouvriers sont dans l'invisibilité totale. Le contrat, il porte sur le tarif de l'ouvrage. Si vous prenez le conflit des canuts, par exemple, dans les années 1830 à Lyon, c'est un conflit entre les donneurs d'ordre, capitalistes soyeux, qui se gardent bien de s'emmerder avec la production. Ce sont des rentiers. Et des sous-traitants, les canuts. Le conflit porte sur le tarif de l'ouvrage. Mais en revanche, la rémunération des ouvriers, là tout le monde s'en fout. Les canuts embauchent d'abord leur propre famille et ensuite qui ils veulent, comme ils veulent. Certes, il peut y avoir des traditions locales de tarifs, mais en aucun cas une institution quelconque de la rémunération. La rémunération, elle s'opère de sorte que les travailleurs sont encore au boulot demain, donc dans la reconnaissance d'un certain nombre de besoins. C'est ce que Marx va théoriser sous le terme
prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est cette conception de la rémunération comme devant couvrir les besoins du travailleur, comme étant du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat en ville, et puis à la campagne, là où il faut fixer les travailleurs, nous aurons du patronage à la Wendel ou etc., à la Schneider, du patronage, c'est-à-dire que les besoins sont couverts en nature, pas en espèces comme en ville, d'accord, mais en nature, de la naissance à la tombe. Mais là encore, il s'agit de poser le travailleur comme un mineur qui a droit à la satisfaction de ses besoins. C'est le monopole du travail, le monopole de la production, le monopole de la valeur appartient à la bourgeoisie. Les travailleurs sont des mineurs qui ont droit à ce que leurs besoins soient satisfaits. Et c'est contre ce mépris anthropologique que le mouvement ouvrier va se constituer précisément. Il va se constituer d'abord pour interdire le marchandage et que cette relation à trois entre un capitaliste donneur d'ordre, un sous-traitant marchandeur et un ouvrier invisible se transforme dans un rapport à deux entre un capitaliste à qui le mouvement ouvrier impose d'être employeur, et la figure de l'employeur apparaît au début du XXe siècle, en même temps que le code du travail, que le contrat de travail, le mot travail est enfin institué. Jusque-là, on avait du contrat de louage d'ouvrage. En même temps que le terme de salarié, c'est-à-dire que les ouvriers vont se fondre dans un ensemble plus vaste qui est celui qui est sous la dépendance économique d'un même employeur. Ça peut être les employés, les cadres, tout ce monde-là rentre dans la même logique de salarié, parce qu'en même temps que le contrat de travail s'impose comme réalité anticapitaliste, je ne force pas le trait, hein, je dis des choses fermement, hein. Je ne provoque pas là, hein. Le contrat de travail, c'est une réalité anticapitaliste. Le capital, il adore les travailleurs indépendants. Ça, c'est ceux qui l'exploitent le plus. Les travailleurs indépendants sont les plus exploités, hein. L'exploitation, c'est la prédation d'une partie de la valeur que l'on produit par le capital. Prenez un travailleur indépendant, quel qu'il soit, hein, la valeur qu'il produit ne lui revient que très petitement. L'essentiel va au prêteur, au donneur d'ordre, au client. Et le capital s'en donne à cœur joie, parce que les travailleurs indépendants, par définition, ils ne s'organisent pas, hein. Les travailleurs organisés sont précisément ceux qui ont conquis, contre le travail indépendant, le contrat de travail, qui va bien sûr être lu parce que toute victoire populaire est forcément chantée comme défaite par la bourgeoisie. La bourgeoisie, en permanence, et le discours académique est là à son secours en permanence, la bourgeoisie en permanence construit comme défaite les victoires ouvrières, bien sûr. Elle se pose comme la seule classe pour soi. Elle s'emploie à ce que se diffuse en permanence la thèse qu'il n'y a qu'une classe pour soi, la bourgeoisie. Et Dieu sait si la science sociale critique construit ce discours, comme quoi il n'y a qu'une seule classe pour soi. Et qu'en face, il y a des défaits, il y a des victimes. Et toutes les victoires de ces victimes, puisque c'est des victimes, sont des défaites. Le contrat de travail, c'est une défaite qui institue la subordination. Le salaire, c'est une défaite qui institue l'exploitation. Bref, la capacité du discours académique
à construire le récit du réel de la bourgeoisie est totale, bien sûr. Le problème, c'est que les organisations ouvrières elles-mêmes sont aujourd'hui complètement contaminées par le discours académique parce que les leaders syndicaux sont allés à l'école, etc., etc. On peut se réjouir qu'ils soient allés à l'école, bien sûr. Mais enfin, on peut aussi être constaté, disons, hein, que l'espèce d'imperméabilité des leaders ouvriers du XXe siècle jusque dans les années 70 à peu près au discours patronal, cette espèce d'imperméabilité-là, aujourd'hui, a disparu parce que le discours académique a complètement diffusé, y compris dans des milieux qui, jusqu'ici, avaient conservé une certaine autonomie de discours. Donc, en même temps que le mouvement ouvrier va imposer le contrat de travail, c'est-à-dire l'obligation pour le capitaliste de ne pas se contenter d'être donneur d'ordre, de ne pas se contenter d'être Uber, de ne pas se contenter d'être Deliveroo, mais de l'obliger d'être employeur. Immense victoire syndicale du début du XXe siècle, qui constitue le contrat de travail, en même temps que cette situation en permanence refusée par le patronat, qui tente en permanence par la sous-traitance de se dérober à ses responsabilités d'employeur, en même temps, le mouvement ouvrier va construire le salaire comme réalité anticapitaliste, le contrat de travail comme réalité anticapitaliste, le salaire comme réalité anticapitaliste, parce que le salaire, ça n'est pas le prix de la force de travail, précisément. Ça n'est pas le travailleur posé comme un être de besoin par une classe qui s'arroge le monopole de la valeur économique. La qualification, à ne pas confondre avec la certification, là encore, la confusion fait partie du discours, du récit capitaliste du réel, de nous faire confondre qualification et diplôme, ça n'a rien à voir. La qualification, c'est un terme qui s'impose à l'initiative syndicale, non pas dans l'ordre de la scolarité, mais dans l'ordre du travail, dans l'ordre de l'emploi, comme fondement du salaire. Le salaire n'est pas la réponse à des besoins. Le salaire, ce n'est pas du pouvoir d'achat. Le salaire, c'est la reconnaissance d'une qualification, c'est-à-dire d'une contribution à la production de valeur. La convention collective telle qu'elle s'impose à partir de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale, et dans la foulée du contrat de travail tel qu'il s'impose au début du XXe siècle, en même temps que le mouvement syndical et les partis socialistes s'instituent, les partis socialistes de l'époque, on ne va pas parler de ceux d'aujourd'hui bien sûr, mais les partis socialistes de l'époque, tels qu'ils s'instituent comme institution de la classe ouvrière, en même temps, bien sûr, le salaire se construit comme position d'une classe pour soi, justement, qui dit « nous sommes les seuls producteurs de valeur. Nous sommes candidats à la souveraineté sur la production de valeur. » Et la première expression de cela, c'est le fait que nous soyons reconnus pour la valeur que nous produisons, et non pas pour nos besoins. Le salaire, c'est le contraire du prix de la force de travail. C'est pour ça qu'on nous enseigne que le salaire, c'est le prix de la force de travail. Encore une fois, le but du discours académique, c'est d'appeler jour la nuit et nuit le jour. Lorsque le salaire à la qualification s'est imposé, vous voyez que c'était une demi-victoire en même temps. C'est une victoire puisqu'elle pose les travailleurs non pas comme des êtres de besoin, des mineurs à qui on jette du pouvoir d'achat, comme on va leur jeter 1000 balles de revenus de base universels. Le mépris anthropologique qui est derrière leur revenu de base. Enfin, je ne comprends pas que les défenseurs de revenu de base ne le voient pas. Ça n'arrive pas, ils inventent le truc. Ah non, ça les reconnaît comme producteurs. Ben, la reconnaissance comme producteur, c'est pas ça, justement. La reconnaissance comme producteur, c'est le salaire à la qualification. Mais le salaire à la qualification
tel qu'il se construit dans les conventions collectives, est une demi-victoire puisque le support de la qualification, c'est le poste de travail. C'est le poste qui est qualifié. La convention collective, elle qualifie des postes. Et elle attribue à chaque niveau de qualification un niveau de salaire. Mais un salarié du privé n'est jamais payé lui, c'est son poste qui est payé, pas de poste à poil. Cette victoire à demi, que l'on appelle l'emploi, c'est une victoire qui oblige le capitaliste à être employeur, qui l'oblige à respecter le code du travail, ce qui n'est jamais respecté pour un travailleur indépendant, en termes de durée du travail, en termes de protection de la santé, etc. Un travail indépendant, on ignore tout ça, bien sûr. C'est l'obligation de respecter également, et c'est là que je veux en venir aussi, une cotisation à la sécurité sociale. La sécurité sociale va être un enjeu de classe. Il y a le salaire à la qualification, donc qui est un enjeu de classe. En permanence, les patrons refusent la qualification. Ils adorent la compétence, hein, mais la qualification, ça leur arrache la gorge. La sécurité sociale comme enjeu de classe. Je dépasse la demi-heure, mais pas plus de 5 minutes, d'accord? Enjeu de classe tout à fait considérable entre une sécurité sociale capitaliste, qui est le « j'ai cotisé, j'ai droit », la fameuse assurantielle, la solidarité par réciprocité assurantielle, etc., etc. Et une sécurité sociale anticapitaliste qui, elle, va déconnecter le salaire de l'emploi, précisément, et attribuer du salaire à des gens qui n'ont pas d'emploi. Et là, c'est un début de victoire totale. Encore une fois, attribuer du salaire à l'emploi, c'est une demi-victoire, puisque l'emploi est défini à travers un poste de travail qui est la propriété de la bourgeoisie, sur lequel on n'a pas de prise, et la bourgeoisie va pouvoir délocaliser, s'en aller ailleurs, faire du chantage, etc., à l'emploi en permanence. Là, par la sécurité sociale anticapitaliste, la partie de la sécurité sociale anticapitaliste, il y a une partie de la sécurité sociale qui est totalement capitaliste, c'est le « j'ai cotisé, j'ai droit », et puis il y a une partie anticapitaliste qui dit « j'ai droit au salaire ». J'ai droit au salaire, pas un revenu de base, un salaire à la qualification entre deux emplois. Alors, il y a des débuts en termes d'indemnisation du chômage, des débuts en termes de pension de retraite, en termes d'indemnité journalière pour l'arrêt de maladie, etc., etc. C'est des débuts de déconnexion entre le salaire et l'emploi, de sorte que le salaire devient un tribut de la personne. Une des manifestations les plus spectaculaires en France, au départ, dans les années 40-50, c'est les allocations familiales, qui sont du salaire, c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Or, à l'époque, en 46, dans la loi Croizat de 46, au moment de la loi Croizat, les ouvriers spécialisés ne faisaient pas 225 heures par mois. Aujourd'hui, hein, l'année, c'est 1500 heures. 225 heures par mois, multiplié par 11,5, vous voyez ce que ça donne? Ça donne près de 2500 heures. On ne travaillait pas 2500, on travaillait plus qu'aujourd'hui, mais pas 2500 heures à l'époque. Donc, la loi Croizat d'août 46 dit les parents sont plus productifs qu'un ouvrier de la métallurgie. Ils ont droit à plus de salaire, mais la métallurgie. C'est inouï comme façon de sortir le travail du carcan de l'emploi capitaliste. Alors évidemment, ça a été extrêmement combattu. Rocard a fait financer ça par de la CSG, par de l'impôt de solidarité, d'accord, hein, la solidarité capitaliste. Mais je souligne d'entrée combien le mouvement ouvrier était en mesure de subvertir les institutions capitalistes de la valeur en posant de nouvelles institutions qui disent mais les parents travaillent.
parents ont droit au salaire. Les retraités travaillent. On va construire la pension, non pas comme sur le modèle du j'ai cotisé, j'ai droit, mais sur le modèle, à un certain âge, j'ai droit à 75% de mon meilleur salaire brut. Compte tenu que la cotisation salariée en France, en Belgique c'est 13%, en France c'est 22%, vous voyez, 75% du brut, c'est 100% du net. J'ai droit, à un certain âge, à 100% de mon meilleur salaire net, c'est-à-dire j'ai droit au salaire à vie à partir d'un certain âge. Je sors, ça ne veut pas dire que je ne travaille plus, j'ai droit au salaire. On sort le travail du carcan de l'emploi, on pose que les retraités travaillent, que les pensionnés travaillent, et qu'ils ont droit au salaire à vie, déconnecté et débarrassé du marché du travail. On va produire avec le régime général de sécurité sociale, on va produire de la santé sur un mode communiste, avec des travailleurs qui ont un salaire à vie, 10% du PIB est produit, avec des travailleurs qui ont un salaire à vie, soit comme fonctionnaires, la fonction publique hospitalière, je prends le cas de la France, soit comme libéraux. Les libéraux ont un salaire à vie. Un kiné qui s'installe a sa patientèle dans les 3 mois. Un architecte qui s'installe crève de faim pendant 15 ans. Donc on a inventé le travail indépendant avec salaire à vie. L'assurance maladie mutualise le salaire et rend possible le salaire à vie de travailleurs indépendants. On peut parfaitement concilier indépendance et salaire à vie. Nous l'avons fait, nous le faisons. Et la dernière manifestation, j'en ai fini, la dernière manifestation d'une constitution d'une classe révolutionnaire qui institue le travail sur un mode anticapitaliste, c'est la fonction publique précisément. La fonction publique, elle déconnecte complètement le salaire de l'emploi. Un fonctionnaire n'est pas payé pour son emploi. Il ne change pas de salaire quand il change d'emploi. Un fonctionnaire est payé pour son grade, qui est un attribut de sa personne. Et sa pension, c'est la poursuite de son traitement jusqu'à sa mort. C'est sur son dernier salaire qu'est calculée sa pension. Un fonctionnaire anticipe ce qui devrait être le cas de tous, c'est-à-dire le salaire comme attribut de la personne. Vous voyez que la bataille contre les réformes de la sécurité sociale, c'est pas du tout de défendre l'assurantiel contre l'universel. La bataille contre la réforme de la sécurité sociale, c'est la bataille pour la généralisation du salaire comme attribut de la personne. Voilà mon petit topo initial. Non, on ne peut pas laisser ça d'applaudir. Je crois qu'il faut maintenant plutôt engager le débat. On s'applaudira mutuellement à la fin, si on mérite.